Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. 12h sur l'ensemble du territoire national. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce lundi 23 juin 2025. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal, voici le sommaire. Grève de 72 heures du SYTJUST et de l'UNTJ. Le Front social de la justice est aussi en ébullition car le BEN et le secrétariat exécutif national unissent leurs forces et décrètent une grève de 72 heures. Il appelle chaque travailleur de la justice à rester mobilisé, solidarité et vigilant. Maître Elhadji Ayabou Malik Diop, que vous entendrez dès le début de ce journal. Réforme pénitentiaire, le garde des Sceaux s'attaque aux défis structurels du système carcéral lors d'une cérémonie tenue au camp pénal de Liberté 6. Maître Ousmane Diagne a remis 74 véhicules au directeur de prison pour renforcer les capacités logistiques des établissements pénitentiaires du Sénégal. Des animations scientifiques et d'ateliers thématiques ont rythmé la rencontre de la première édition du Forum des métiers de l'emploi et l'entrepreneuriat tenu à Kaolack en présence du ministre de l'Enseignement supérieur Abdourahmane Diouf. Aline Badara Diop nous fera le point dans ce 12 heures. Sur l'international, l'eau est devenue un enjeu central pour les populations du Sahel. Le FIDA vient de lancer Water for Peace. Ce projet vise à garantir une gestion durable de l'eau. Et puis sport, lutte avec frappe hier à l'arène nationale. Des plus forts, plus rapides, plus tonchons. Sa caisse n'a laissé aucune chance à Zarco. C'était hier à l'arène nationale. La revue des quotidiens, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour, Seydi Hadj Libas Mbaye assure les opérations techniques. Je vous le disais en titre, le bureau exécutif national du SYTJUST et le secrétariat exécutif de la justice de l'UNTJ informent l'opinion publique nationale que dans le cadre de leur lutte pour la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs de la justice ont conjointement décrété un mot d'ordre de grève de 72 heures à compter ce lundi. Maître Elhadji Ayabou Malik Diop, que nous écoutons. Le syndicat des travailleurs de la justice, le SYTJUST, et l'Union nationale des travailleurs de la justice, l'UNTJ, ont décrété une grève de 72 heures à compter de ce lundi 23 juin 2025. Cette décision, prise de manière concertée, vise à protester contre le non-respect des engagements de l'État et à exiger la satisfaction complète des revendications portées par les travailleurs de la justice. Les deux organisations syndicales rappellent que cette mobilisation s'inscrit dans une lutte pour la dignité, l'équité et la reconnaissance des droits des agents de la justice. Elles appellent à l'unité, à la mobilisation et au respect du mot d'ordre, dans un esprit de responsabilité et de solidarité syndicale. Le mouvement se poursuivra jusqu'à obtention de résultats concrets. 72 heures de grève à l'instant. Vous venez d'entendre les réactions de Elhadji Malik Abdou Diop, qui est le secrétaire général du SYTJUST. Affaire Modou Diaw Diawbe, 6 mois avec sursis requis contre Modou Diaw et ses collaborateurs en plus d'une demande de liberté provisoire refusée. Le tribunal donne sa décision le 26 juin prochain. Un compte rendu de Mahmoud Moustapha Mbaye. Le tribunal de grande instance de Diourbel a examiné l'affaire opposant Modou Diop Diawbe et 2 de ses collaborateurs à la police de Ndamatou. Les prévenus, membres de la police municipale de Touba, sont poursuivis pour outrage à agents assermentés, port illégal d'uniforme, usurpation de fonction, entre autres chefs. Lors de l'audience, Modou Diop Diawbe a nié catégoriquement les faits qui lui sont reprochés. Cependant, le procureur a réfuté sa ligne de défense, estimant que l'accusé avait bel et bien excédé ses prérogatives. Il a ainsi requis une peine de 6 mois de prison avec sursis à l'encontre du principal mis en cause, mais aussi à l'encontre de ses collaborateurs. La demande de liberté provisoire formulée par la défense a été rejetée, maintenant Diawbe en détention. L'affaire est désormais mise en délibéré et le jugement est attendu pour le 26 juin prochain. Mamadou Moustapha Mbaye, Diourbel,
Alfayda FM. Le tribunal de grande instance de Diourbel donnera sa décision finale le 26 juin prochain. Mamoudou Moustapha Mbaye, merci. Affaire AEPAO EPC Sonac, le député Thierno Alassane Sall a tenu un point de cours duquel il a dénoncé une dérogation fictive qui aurait permis à l'entreprise espagnole d'obtenir un marché d'électrification rurale au Sénégal dans des conditions qu'il qualifie de frauduleuses. Dans le cadre de l'instruction du dossier de dénonciation, la direction générale de Sonac a saisi à plusieurs reprises lettres du 12 juillet 2024, du 23 juillet 2024, du 7 août 2024, pour ne citer que celle-là. Donc a saisi à plusieurs reprises la direction générale de Sonac et à chaque fois en mettant en copie le ministre des Finances et du Budget, le ministre des Énergies, du Pétrole et des Mines et le directeur national des Assurances. Ces correspondances avaient pour objet d'informer le DG de la Sonac du contenu de la dénonciation reçue de AEPA au Sénégal. Cette dénonciation remettait en cause la légalité des titres garantis que la Sonac a émise pour couvrir les risques potentiels du marché d'électrification rurale lancé par ASER. Il est indiqué au DG de la Sonac à travers ses correspondances de l'ARCOP que le plaignant affirme sans détour que les primes afférentes aux garanties n'ont pas été libérées au moment de l'émission des attestations en violation de la loi, c'est-à-dire de l'article 13 du Code ciment. Dans sa réponse aux différentes correspondances de l'ARCOP demandant la preuve du règlement des primes, la Sonac, installée dans un embarras profond et très gênant, a passé son temps à esquiver complètement la question soulevée. Le DG a à chacune de ses réponses tenté de manière flagrante d'esquiver la question en parlant de ses relations commerciales avec l'entreprise espagnole ou en mentionnant ses engagements et sa responsabilité. En aucun moment dans ses réponses, la Sonac n'a évoqué l'existence d'une dérogation à l'article 13 qu'elle aurait utilisé. Les autorités en copie, c'est-à-dire le ministre des Finances et du Budget, le directeur national de l'assurance, pour ne mentionner que ceux-là, n'ont jamais aussi évoqué à ce stade l'existence d'une telle dérogation. Pourtant, ils n'ont visiblement pas manqué de noter le risque de nullité du marché signalé par l'ARCOP. À notre connaissance, aucun de ces responsables n'avait encore trouvé à ce stade une quelconque dérogation pour justifier l'inaction de la Sonac, son refus de déposer les réponses demandées et les documents demandés. Selon l'opposant, les primes n'étaient pas payées au moment de l'émission des différentes garanties de soumission, de bonne exécution et d'avance de démarrage du marché, et la Sonac, embrassée, n'a jamais produit les preuves de paiement des primes au moment de l'émission garantie. C'est important de le noter. Par ailleurs, au moment de ces échanges, c'est-à-dire on est au mois de juillet-août 2024, la Sonac avait déjà perçu les primes, certes avec 92 jours de retard sur la date légale. Pourquoi le MFB, le ministre des Finances et du Budget, et le directeur national de l'assurance n'ont pas jugé en ce moment, dès la première lettre de juillet 2024, d'informer de l'existence de la dérogation? Par ailleurs, la dérogation aux dispositions du marché n'a jamais été évoquée à ce stade. Vous avez pu le constater, mesdames, messieurs. La Sonac n'avait jamais daigné répondre à la question du régulateur, ce qui est une obligation, encore moins d'apporter des informations sur l'existence de dispositions dérogatoires susceptibles de justifier l'établissement des garanties sans contrepartie à leur émission. Pour terminer sur le dilatoire et la rétention d'informations de l'assureur, lorsqu'il lui a demandé de transmettre à l'ARCOP copie des versements des primes aux différentes garanties émises, elle n'en fera rien. N'était-il pas plus simple de délivrer les copies demandées avec le document accordant la dérogation si ce document existait? Une fois encore, le ministre des Finances et du Budget et le directeur national des Assurances assistent à cette escalade de tension entre l'ARCOP et la Sonac sans évoquer une quelconque dérogation. Ce rappel démontre de manière claire et irréfutable que la dérogation évoquée est une invention récente destinée à sauver un marché frappé d'irrégularités au profit d'une entreprise étrangère. Le ridicule ne tue pas dans ce pays. Il est étrange que les chantres du souverainisme usent depuis plus d'1 an toutes sortes de subterfuges pour offrir sur un plateau d'or l'un des contrats les plus juteux
de l'année à une entreprise espagnole au détriment d'une entreprise sénégalaise. À l'instant, le député Thierno Alassane Sall qui a tenu un point de presse sur l'affaire AEPAO, EPC et Sonac. Lors d'une cérémonie au camp pénal de Liberté 6, le ministre de la Justice, garde des Sceaux Ousmane Diagne, a remis des véhicules au directeur de prison pour renforcer les capacités logistiques des établissements pénitentiaires. À travers le Sénégal, il a souligné l'inscription de ces enjeux dans la stratégie nationale de développement 2025-2029 sur l'agenda de Sénégal 2050. C'est avec un grand plaisir que je me retrouve aujourd'hui avec vous au camp pénal de Liberté 6 pour procéder à la remise officielle de véhicules au directeur des 37 établissements pénitentiaires du Sénégal. À l'entame de mon propos, je voudrais réitérer mes félicitations à M. le directeur général d'administration pénitentiaire et à l'ensemble du personnel sous son commandement pour le travail qu'ils battent au quotidien dans l'accomplissement de leur mission de sécurité publique à travers l'exécution des décisions de justice prononçant des mesures privatives de liberté et la préparation des détenus à la réinsertion sociale. Le gouvernement du Sénégal, dans sa politique de développement socio-économique, a élaboré un référentiel Sénégal 2050. Cet agenda national de transformation 2050 articulé autour du master plan 2025-2035 et en stratégie nationale de développement 2025-2029 dont la vision est déclinée ainsi qu'il suit. Sénégal souverain, juste et prospère avec comme objectif global de promouvoir un développement endogène et durable porté par des territoires responsabilisés, viables, compétitifs et jetant les bases de la souveraineté économique. La stratégie nationale de développement 2025-2029 est intégrée au ministère de la Justice à travers sa lettre de politique sectorielle dans laquelle la Direction générale de l'administration pénitentiaire occupe une bonne place. L'administration pénitentiaire est aujourd'hui confronté à des difficultés liées à l'architecture carcérale avec des locaux vétustes et inadaptés, au manque de moyens matériels, à l'insuffisance des ressources humaines et financières et à la surpopulation carcérale. Le ministre Ousmane Diagne veut relever les défis du système carcéral et a réaffirmé le rôle clé dans la sécurité publique et la réinsertion des détenus. Les défis structurels exigent des réformes profondes pour un système carcéral plus humain. Aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal, dans le cadre de sa politique pénale, a entrepris un vaste programme de réforme matérialisé par les assises sur la réforme et la modernisation de la justice. La mise en œuvre de ces réformes permettra au ministère de la Justice, à travers le programme administration pénitentiaire du budget programme, de prévoir plus d'investissements en vue d'accompagner l'administration pénitentiaire dans son ambitieux programme d'équipement et de réhabilitation des infrastructures. C'est dans ce cadre que sont intervenues ces importantes acquisitions de moyens roulants composés de 4 camions hydrocureurs, 19 bus cellulaires aménagés, 5 ambulances médicalisées, 44 véhicules 4x4 pick-up, 2 camions citernes à eau. Cette dotation traduit la volonté forte du gouvernement de renforcer les capacités stratégiques et opérationnelles de l'administration pénitentiaire qui a été érigée en direction générale par le décret numéro 2023-679 du 23 mars 2023 portant organisation du ministère de la Justice. La dotation de ces moyens répond à un besoin urgent en matériel de mobilité, de sécurité et de prise en charge du transport des détenus. Elle permettra non seulement de sécuriser les transferts et extractions, d'assurer une gestion plus humaine et plus efficace des établissements pénitentiaires, mais aussi d'améliorer significativement les conditions de travail du personnel. Si on sait que désormais, chaque directeur de prison disposera d'un véhicule de service. Pour terminer, j'exhorte les chefs d'établissement pénitentiaire à faire bon usage de ces moyens et à veiller à leur entretien au service de la justice, de la sécurité et du respect des droits des détenus. À l'instant, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, maître Ousmane Diagne. Réforme pénitentiaire, le directeur de l'administration pénitentiaire et sécurité, Aliou 6, c'est un point marquant et un tournant décisif dans l'administration pénitentiaire sur l'acquisition de 4 camions, 19 bus cellulaires, 5 ambulances médicalisées, 46 véhicules et 2 camions citernes à eau.
Je voudrais de prime abord souhaiter la bienvenue à Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux au camp pénal Liberté 6, établissement hôte de cette cérémonie. Je saisis aussi l'opportunité, Monsieur le ministre, pour vous remercier d'avoir bien voulu présider cette cérémonie malgré votre agenda très chargé. Monsieur le ministre, ce moment sobre mais solennel marque un tournant décisif dans l'administration pénitentiaire. En effet, l'agenda 2050, cadre référentiel de la politique de l'État, prend bien en compte la politique pénitentiaire définie par le gouvernement qui se résume entre autres à l'amélioration des conditions de détention et celles de travail et de performance du personnel pénitentiaire. C'est dans ce cadre qu'un vaste programme d'équipement a été entrepris à travers l'acquisition de 4 camions hydrocureurs, 19 bus cellulaires aménagés, 5 ambulances médicalisées, 46 véhicules 4x4 pick-up, 2 camions citernes à eau. Ces moyens roulants, monsieur le ministre, considérés comme outils de travail, vont renforcer l'existant et améliorer considérablement la mobilité et permettre aux directeurs de prison d'être dans de bonnes conditions de travail. Monsieur le ministre, je terminerai en vous renouvelant encore mes sincères remerciements pour votre soutien et votre ambition pour la modernisation de l'administration pénitentiaire. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Al-Fayda FM 90.1. 12h16, si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce lundi 23 juin 2025, l'info se poursuit sur les www.radioalfayda.net. L'hivernage à Kaolack, l'adjointe au marché chargé de l'assainissement Ndeyma Djigen Diouf sur la prévention des inondations. La mairie de Kaolack a démarré ses curages manuels et le curage mécanique. Elle est interrogée par Cheikh Tidiane Diagne. Je pense que ça fait quelques semaines qu'on est en formation. Aujourd'hui, on est en simulation. En cas d'inondation, sinon en cas de zone rouge, comment faire pour que le préfet donne l'alerte, les services techniques agissent sur le terrain jusqu'à vraiment aller prendre les sinistrés et les amener en site de recasement. Je pense que c'est une excellente idée parce que l'autre fois, c'est la population qui criait « nous sommes inondés ». Actuellement, la DPGI, la direction de la prévention et de la gestion des inondations, a changé de système. Donc c'est eux qui peuvent dire à la population « attention, d'ici peu de temps, il y aura l'inondation » et que la commune va activer ses services de communication pour aller descendre sur le terrain, informer la population, les sensibiliser vraiment à ce qu'ils prennent leur responsabilité de ranger les bagages qui peuvent être détruits, vraiment sauver les enfants, encadrer les vieillards pour qu'on ne les retrouve pas dans les situations graves. Cette année, qu'est-ce que vous faites exactement pour la prévention des inondations? La prévention des inondations, comme dans l'accoutumée, la mairie de Kaolack a commencé des curages manuels depuis fort longtemps. Le curage mécanique aussi est en cours. Bon, s'il s'y ajoute vraiment le plan de sauvegarde communale, je pense que ça sera un ouf de soulagement envers la population de Kaolack. Nous leur demandons d'être franches avec leurs représentants parce que nous, nos cibles dans les quartiers, c'est les conseils de quartier, les délégués de quartier, les Badjanougor, les OCB. Donc, quand la commune reçoit l'arrêt à travers le préfet, on va descendre vers la base l'information et je pense que l'information qui viendra de la base, ce sera une information juste, fiable et vraie. Donc nous leur demandons vraiment d'être attentifs, d'être attentionnés et de suivre les directives du préfet à travers la commune pour qu'on puisse vraiment leur encadrer pour que cet hivernage n'enregistre pas aucun dégât matériel ni perte humaine vraiment parce que chaque année, en cas dans ces circonstances graves, on reconnaît souvent que parfois on dit que tel site est inondé, il y a même des morts ou bien il y a même des animaux qui se sont évadés dans les eaux. Donc c'est dans ce sens qu'on est là aujourd'hui à la mairie pour que la population vit un hivernage calme et serein. Un hivernage calme, serein à l'instant. L'adjointe au maire chargé de l'assainissement Ndeyma Djigen Diouf, le représentant de la direction, de la prévention, de la gestion des inondations, Moustapha Ba, revient sur les plans communaux de sauvegarde, une nouvelle approche dans la prévention et la gestion des inondations. Comment impliquer tous les acteurs? Il est interrogé par Cheikh Tidiane Diagne. Depuis la semaine passée, le ministère de l'assainissement, à travers la direction de la prévention et de la gestion des inondations, par rapport au projet PIGIS, le projet de gestion intégrée des inondations, a déployé ce qu'on appelle des plans communaux de sauvegarde. Alors ces plans communaux de sauvegarde est une nouvelle approche dans la prévention et la gestion des inondations. Il est question ici de voir comment permettre à l'ensemble des acteurs du niveau central jusqu'au niveau communal, comment impliquer tout le monde dans la gestion et la prévention des inondations. C'était tout le sens de notre venue aujourd'hui ici. On a déjà passé à Kédougou, Tamba. Aujourd'hui, on est à Kaolack pour remettre les travaux par rapport au PCS de Kaolack. Alors,
Alors, l'objectif de ces PCS, c'est de mettre en place ce qu'on appelle des organisations, une organisation qui va être opérationnelle, sous la coordination du préfet, de la mairie et de l'ensemble des acteurs, des structures opérationnelles, jusqu'aux structures de base comme les délégués du quartier, les Badjanougor, toutes les structures qui peuvent contribuer à lutter contre les impacts liés aux inondations. Et c'était ça, en fait, le but. Et tout ça, on le fait en synergie avec la direction de la prévention qui supervise depuis Dakar l'ensemble des actions des PCS qui seront à dérouler dans l'ensemble des communes. Dans ce dispositif, il sera question de définir ce qu'on appelle des niveaux d'alerte, en passant par la vigilance, préalerte et l'alerte. Et à chaque niveau, la DPJ aussi aura un regard pour déclencher ou appeler, ce qu'on appelle demander aux préfets, qui sont les coordonnateurs de ces PCS, d'activer le plan à tel niveau. Par exemple, si on est à niveau vigilance, quelles sont les actions qu'ils devront mettre en œuvre avec l'ensemble des acteurs. Et ici, le sens principal, c'est ça permettra à chaque acteur de savoir qu'est-ce qu'il doit faire, quand il doit le faire et comment il doit le faire. Et dans ce projet, il y a ce qu'on appelle les solutions structurelles qui vont venir après. Mais là, on est dans les solutions non structurelles, c'est plutôt des actions, des comportements. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Abdourahmane Diouf, a présidé à Kaolack la première édition du Forum des métiers de l'emploi et l'entrepreneuriat, une initiative de l'Université du Sine Saloum. L'événement s'est tenu à Sing Sing, à l'Université Diop. La première édition du Forum des métiers de l'entrepreneuriat du 19 au 21 juin, co-organisé par l'Université Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass à travers le projet PIA Pétal, soutenu par l'AFD et l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane à travers le programme Force N, soutenu par la Fondation Mastercard, a été présidé par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Abdourahmane Diouf. Professeur Djegan Diouf est le recteur de l'Université Sine Saloum. Le forum est éminemment important parce que depuis il est intitulé Forum de l'emploi, de l'employabilité et de l'entrepreneuriat. Donc, étant donné le défi que représente la question de l'emploi au Sénégal, dans le monde de manière générale, en particulier l'emploi des jeunes, donc vous comprenez aisément l'intérêt que représente ce forum pour notre université, qui est une université jeune, ancrée dans les territoires, ancrée dans une zone agricole également. Et pour nous, c'était l'occasion d'initier ce premier forum et en même temps aussi de poser des actes. La collaboration des deux universités va renforcer les mécanismes de promotion de l'emploi des jeunes, mais aussi le développement des secteurs d'activité dans les universités. Parce que nous sommes dans un pays avec très peu de ressources, en tout cas un pays qui est considéré peu développé. Donc toutes les universités devraient mettre en synergie leurs forces pour aller de l'avant. Ça c'est important. Mais pour ce qui est particulièrement de notre université, l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, nous sommes une université assez particulière parce que nous sommes une université d'enseignement à distance. Et toute université d'enseignement à distance est appelée à avoir très peu d'enseignants par rapport au nombre d'étudiants. Donc le taux d'encadrement aujourd'hui, il ne faut pas comparer avec l'UCAD, mais le taux d'encadrement aujourd'hui est autour de 1400, 1500 étudiants par enseignant. Ce qui fait que nous dépendons très largement du partenariat. C'est pour ça que nous sommes ravis d'être. Ce forum qui a vu la présence des autorités de la ville de Kaolack a été l'occasion pour l'administration de l'université El Hadji Ibrahima Niass d'interpeller le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation par rapport à la livraison des chantiers de l'université qui perdurent. Aline Badara Diop, le ministre a salué l'initiative des deux universités co-ordonnatrices, soulignant leur contribution à la transformation de l'enseignement supérieur sénégalais. Il a mis en exergue les réformes engagées pour son département pour promouvoir des formations. Il me plaît ce jour de présider la cérémonie d'ouverture officielle du premier forum des métiers de l'emploi et de l'entrepreneuriat co-organisé par deux établissements publics d'enseignement supérieur. L'Université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, USEN, et l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, l'UNCHK, avec l'appui du projet PIA Pétal, financé par l'Agence française de développement, le programme Force N, financé par la Fondation Mastercard. Je voudrais d'abord saluer la démarche de ces deux institutions, jeunes, dynamiques, ambitieuses, et incarnées par deux recteurs, jeunes, dynamiques et ambitieux, les professeurs Ouya et le professeur Djegan Diouf. L'USEN, première université thématique du Sénégal à vocation agricole, et l'UNCHK, pionnière dans l'utilisation de la technologie habilitante et le numérique dans l'enseignement supérieur au Sénégal. Toutes deux, elles ont pris la pleine mesure de l'enjeu de rapprocher l'université du monde du travail, de renforcer les passerelles entre la formation et l'emploi, entre le savoir et la compétence. Je m'en réjouis
d'autant plus que c'est une démarche qui s'inscrit pleinement dans la dynamique de la vision Sénégal 2050, agenda national de transformation qui place le capital humain au cœur du développement. Le secteur de l'éducation y occupe une place de choix, notamment la recherche et l'innovation, alignée à l'axe 1, économie compétitive, et à l'axe 2, capital humain et équité sociale. Les autorités actuelles du pays, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le premier ministre Ousmane Sonko, ont compris que construire une nation souveraine, juste et prospère, c'est avant tout investir dans une jeunesse bien formée, bien encadrée et bien insérée dans l'économie nationale, voire mondiale. Mesdames et messieurs, le défi de l'employabilité des diplômés, en particulier des jeunes, est au cœur des préoccupations du gouvernement actuel du Sénégal. Dans un contexte de mutation économique et technologique rapide, nos universités doivent être des moteurs d'innovation, de création d'emplois et de transformation structurelle de notre économie. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Abdourahmane Diouf, poursuivra que ce premier forum à Kaolack marque ainsi un tournant dans la dynamique de rapprochement entre les universités sénégalaises et les enjeux du développement économique et social. Ce forum est aussi un moment propice pour renforcer la coopération interuniversitaire, mutualiser les ressources et les bonnes pratiques et développer des partenariats durables avec les entreprises, les collectivités et les institutions d'appui à l'entrepreneuriat. C'est pourquoi je félicite chaleureusement messieurs les recteurs de l'UCEN et de l'UNCHK, les partenaires techniques et financiers, ainsi que tous les acteurs qui ont contribué à la tenue de cette initiative. Je vous encourage vivement à faire de ce forum un rendez-vous régulier, un espace d'intelligence collective au service de notre jeunesse, de notre économie et de notre souveraineté. Je remercie chaleureusement l'Agence française de développement, la Fondation Mastercard et tous les partenaires qui ont concouru à la tenue de cette édition. Et je félicite également le comité d'organisation pour son engagement et le travail exceptionnel accompli aujourd'hui. Avant de clôture, je voudrais faire un plaidoyer croisé, comme l'a fait monsieur le recteur, professeur Djegan. Vous êtes en face d'un gouvernement qui ne fuit jamais ses responsabilités. Qui d'autre que le gouvernement de la République du Sénégal, qui d'autre que le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a intérêt, qui plus que nous a intérêt à terminer les chantiers dans les différentes universités? Nous sommes plus pressés que vous, nous sommes plus engagés dans cette tâche que vous. Nous travaillons tous les jours à trouver des solutions. Et je vais citer le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Nous sommes dans un pays contraint avec des marges de manœuvre réduites. Et nous travaillons sur cette base à finaliser les chantiers et à vous donner toutes les conditions possibles et imaginables, en tout cas toutes les conditions les meilleures pour que nos universités soient au devant du projet académique que nous développons, pour que le calendrier académique soit restauré et que pour nos universités soyez les meilleurs. Lors de cette première édition du Forum des métiers de l'emploi et de l'entrepreneuriat, le recteur Djegan Diouf interpelle le MESRI pour la finalisation des chantiers. C'était lors de la cérémonie d'ouverture. Il est interrogé par Alioune Badara Diop. C'est l'occasion donc encore une fois de féliciter notre partenaire, donc l'université numérique Cheikh Anta Diop, mais également le partenaire qui soutient le Force N, qui est soutenu donc par Mastercard. Effectivement, parce qu'on apprécie beaucoup les efforts qui sont menés par le ministère, on n'en doute pas, il y a des efforts qui sont faits, mais effectivement, nous avons besoin de ces chantiers-là, de ces locaux, pour pouvoir dérouler notre programme. Parce que tout ce que vous avez fait ici, c'est juste un échantillon. Et là, on se dit que si on est dans nos propres locaux, on pourra faire mieux. C'est pour ça qu'on a glissé ce plaidoyer et on a été très ravis de la réponse de monsieur le ministre qui montre qu'ils ont quand même une oreille attentive par rapport à cette question de la finition des chantiers. Et nous ne désespérons pas que d'ici peu, les chantiers seront disponibles pour nous permettre donc de nous déployer. Mais aussi par rapport aux ressources qu'ils ont mis dans les locations de locaux et autres, ça nous permettra donc de mettre ces ressources à la disposition de la pédagogie, mais également du social, parce que c'est quand même un coût assez important. Ce n'est pas du tout une chimère, ce n'est pas un rêve. L'université a cette ambition, elle va se donner les moyens de pouvoir le réaliser. Déjà, à l'élaboration, donc à la création de l'université, il y a déjà toute une assiette foncière qui est disponible pour l'université. Ça, c'est donc le problème de la terre est réglé. La ressource humaine aussi, parce que quand on parle de facteurs de production,
production, il y a la terre, il y a les ressources humaines, mais également les intrants. La terre, nous l'avons, les ressources humaines, nous les avons. Les intrants maintenant, ça aussi on peut nouer des partenariats avec des institutions qui travaillent là-dessus, notamment donc l'ISRA, mais aussi des partenaires de l'État. C'est l'occasion de dire que nous avons un partenariat aussi avec le ministère de l'Agriculture qui va nous doter donc d'équipements qui nous permettront d'aller vers cela. Donc ça c'est pour vous dire que l'ambition est là, mais ce n'est pas une ambition démesurée, c'est une ambition qui est tout à fait réaliste et que nous nous donnons les moyens de le réaliser. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire d'un seul coup, mais on a déjà commencé. On a déjà commencé par exemple au niveau de Mbadakhoune où on est en train d'installer une ferme intégrée dans laquelle nous allons avoir l'élevage, nous allons avoir l'agriculture, comme ça se faisait auparavant, mais nous allons également mettre la pisciculture et en même temps aussi le volet de transformation pour couvrir toute la chaîne de valeur agricole. Donc c'est quelque chose qui est réalisable et qui est aussi réaliste pour nous, d'autant plus qu'on collabore beaucoup avec le CROUS sur ces questions. Actualité internationale. 12h29 à Medina Baye, même heure à Tombouctou. Sur l'international, l'eau est devenue un enjeu central pour les populations du Sahel. Le FIDA vient de lancer Water for Peace. Ce projet vise à garantir une gestion durable de l'eau au bénéfice des populations. Un angle d'approche un peu différent pour comprendre les tensions qui agitent le Sahel. Le dossier de ce journal à la recherche de l'eau. Et pour évoquer une initiative mise en place par le FIDA, Fonds international de développement agricole. Ça s'appelle Water for Peace, de l'eau pour la paix. Grâce notamment à des relevés et des cartographies satellites, cette initiative permet d'établir clairement les zones du Sahel où se trouve de l'eau, même si elle est sous terre, de transmettre ces données aux différents éleveurs et agriculteurs qui en dépendent cruellement et d'éviter peut-être les conflits qui enflamment régulièrement ces différentes communautés. Actualité internationale. Le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire tient 2 jours de congrès. Le parc des expositions d'Abidjan attend donc aujourd'hui environ 7000 personnes pour ce congrès ordinaire du RHDP. Le contexte politique ivoirien étant bien sûr celui d'une élection présidentielle au mois d'octobre. Aux yeux du RHDP, le président sortant, Alassane Ouattara, doit être candidat à sa réélection, lui-même laissant encore planer le doute sur ses intentions. Actualité internationale. Les opérations de recensement sont presque toutes terminées pour les populations guinéennes, terminées en tout cas pour les résidents sur le territoire national. La primature confirme à RFI une légère prolongation de quelques jours pour les Guinéens de l'étranger, 5 jours de plus pour cette campagne d'enrôlement biométrique qui a commencé il y a 2 mois. Recensement qui revêt une importance capitale puisqu'il servira à construire le futur fichier électoral pour le référendum constitutionnel prévu le 21 septembre. Malgré cette importance, plusieurs membres de la diaspora guinéenne dénoncent les conditions dans lesquelles cet enrôlement est organisé, les dysfonctionnements qu'ils ont rencontrés. Actualité internationale. Une démarche d'expropriation après l'annonce des autorités de transition du Niger de nationaliser la Somaïr. Le géant français de l'uranium qui a fait connaître hier soir sa réponse à la nationalisation annoncée la veille. Somaïr, société des mines de l'Aïr, détenue jusque-là à plus de 60% par le groupe français. Elle est établie depuis 1971 dans le nord du pays. Orano dénonce aussi cette étape supplémentaire dans la volonté des autorités, dit le groupe, de l'évincer du pays. Mais pour la société civile d'Arlit, cette décision de nationaliser n'est pas une surprise. Elle va même dans la droite ligne des demandes des populations nigériennes. Actualité internationale. Quelle suite concrète pour l'exploitation de l'uranium proprement dit? Quels débouchés commerciaux aussi? Des pistes que l'on explore. Actualité internationale. Le Niger encore et le dossier de Moussa Tchangari devant la cour d'appel de Niamey. Le collectif d'avocats qui représente cette figure de la société civile a plaidé la nullité de la procédure. Le secrétaire général d'Alternative Espace Citoyen qui a été arrêté le 3 décembre dernier, inculpé d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, d'atteinte à la défense nationale, de complot contre l'autorité de l'État. Moussa Tchangari est détenu actuellement à la prison de Filingué, à environ 200 km de Niamey. Le délibéré est attendu le 4 juillet prochain. Actualité internationale. Le commerce, l'économie, la monnaie, les visas. On est au Nigeria maintenant pour la suite de ce journal et pour continuer de suivre le premier forum économique des pays de l'Afrique de l'Ouest, organisé à Abuja. Volonté du président Tinubu lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Forum qui n'est pas lié à la CEDEAO et où sont invités tous les pays membres, non membres, ex-membres de cette organisation. On y entend des appels à lever les barrières douanières, à faciliter les paiements entre monnaies différentes, voire à abolir complètement les visas intra-africains. Actualité internationale. Et sport.
Une page sportive que nous ouvrons avec de la lutte. Sa Thiès a une nouvelle fois confirmé sa montée en puissance dans l'arène sénégalaise. Opposé à Zarco ce dimanche, le petit frère de Balagaï 2 s'est imposé avec la manière, dominant son adversaire sur tous les plans. Après sa victoire sur Zarco, Sa Thiès déclare qu'il est prêt pour affronter Tapha Tine et Modulo. Dans les autres combats, Site Bundao, battu par Malaw Seras par avertissement. Football à présent, équipe nationale féminine défenseuse vedette de Lyon. Mbayang Sow ne devrait pas jouer la CAN 2024 au Maroc. La joueuse de Chaché-Dessine souffre du genou depuis plusieurs mois et ne sera pas rétablie à temps pour la compétition, sauf si le staff de Lyon veut prendre de gros risques. En Espagne, 24 ans après sa relégation, le Real Oviedo est de retour en première division d'Espagne, battu 2-1 en finale aller. Le club australien a renversé Mirandés 3-1 au retour ce samedi. Les coéquipiers de Mohamed Lamine Gueye. En France, co-meilleur buteur du Mans cette saison avec 11 buts et 4 passes décisives en 30 matchs, Dame Gueye, 29 ans, va rester fidèle au club sartoise en prolongeant son contrat qui expirait le 30 juin selon Africa Foot. Retour au Sénégal pour parler de la 28e journée de la Ligue 1. US Ouakam et Jaraaf ont fait match nul 1 but partout. Oslo FA battu par Dakar Sacré-Cœur 2-0. AGEL de Rufisque bat Linguère 1-0. HDM de Dakar Diamono Fatick 0 but partout. Sonacos bat AS Pikine 2-1. Casasport US Gorée 0 but partout. Walidan s'incline devant Génération Foot 0-2. Guédiawaye Football Club Teungueth FC 2 buts partout. Pour la Ligue 2, Amitié FC battu par AS Cambérène 1-2. Étoile Lusitana bat SMA FC 1-0. Niamour de Louga RS Yoff 1 but partout. Seneps Excellence battu par AS Douane 1-2. AS Saloum s'incline devant NGB Niary Tally 2-3. AS Kaffrine Djambar 2 buts partout. Stade Mbour bat AS Bambey 3-0. Ce soir la suite à 17h, Duc reçoit Thiès FC au stade municipal des HLM. Parlons à présent de la Coupe du Monde des clubs. Dans le groupe G, Juventus a battu hier WAC de Casablanca 4-1. Ce soir, à 1h du matin, Inter Miami joue Palmeiras. FC Porto joue Al Ahly de Caire. Seattle Sounders joue PSG à 19h. Atlético Madrid joue Botafogo à 19h. 8e de finale Coupe du Sénégal, nous sommes en handball. Chez les dames, Saltigué s'incline devant Gaston Berger 25-40. Olympique de Diourbel s'incline devant Diaye-Sarr 28-30. Chez les hommes, Olympique Diourbel s'incline devant Gaston Berger 30-35. Nioro perd devant Duc 27-35. C'en est tout pour cette page sportive. La revue de presse. L'Obs place le soleil sur quotidien, Walf le matin. Nous sommes le lundi 23 juin 2025. La presse du jour, lue et parcourue en 3 minutes 25 par Ndeye Fatou Cissé. Les quotidiens sénégalais parus ce matin entre plusieurs secteurs font allusion à une paralysie de 72 heures. Le pacte social déstabilisé, la justice, l'enseignement supérieur, la santé et les collectivités territoriales. Tous en grève, barre à sa une la tribune qui note une certaine radicalisation. Du côté du sud-juste de l'UNTJ et du SAES, grève dans les universités du Sénégal à partir de mardi. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur SAES a décrété ce mot d'ordre pour dénoncer du Sud Quotidien l'entêtement du Fonds national de retraite à ne pas appliquer le décret numéro 2025-398 du 7 mars 2025 aux veuves, veufs et orphelins des enseignants chercheurs et chercheuses décédés en refusant de leur reverser la pension de réversion. Situation économique et financière préoccupante, promesses démagogiques, des milliers de licenciements, recul démocratique et arrestations arbitraires. Diplomatie qui bat de l'aile. À la une de Walf Quotidien, la gestion du duo Diomaye Sonko tel que perçu par Mbaye Dione de l'AFP. Pendant ce temps, le PM Ousmane Sonko en Chine exhorte les Chinois à venir investir au Sénégal. Vous y serez à l'aise, dit à la une de Rewmi Quotidien le Premier ministre sénégalais. Et puis le
le journal d'évoquer à ce propos les retombées économiques d'une visite. Une visite officielle dans l'empire du milieu. Écrit pour sa part Vox Populi, Sonko ouvre tous les boulevards aux investisseurs chinois. Titre la publication. Sonko redéfinit les axes d'une coopération sino-sénégalaise stratégique, relève à ce propos le quotidien Yor-Yor. 50 ans après la création et à la croisée des chemins, la CEDEAO sans tous ses États membres. Le titre barre la une du quotidien national Le Soleil. En effet, écrit le journal, lors de la conférence des chefs d'État, le président sortant Bola Tinubu a appelé le Mali, le Burkina et le Niger à revenir dans le giron de l'organisation sous-régionale, la CEDEAO, qui a un nouveau patron, en l'occurrence Julius Mado de la Sierra Leone. Renseigne Le Soleil qui relève la déclaration de Dakar avec les recommandations des organisations de la société civile. Et puis l'info qui jette son regard dans l'agenda Sénégal 2050 d'indiquer que la stratégie de financement des 45 milliards a été dévoilée. Nous avons une nouvelle doctrine de financement, dit à la une du journal Al-Aminoulo. Des centaines de Sénégalais victimes d'une vaste arnaque pyramidale et transfrontalière selon une enquête de la division des investigations criminelles DSC. Les fonds arnaqués, écrit à ce propos Libération, étaient centralisés via Sunutec LTD, une société écran ouverte à Dakar et contrôlée par 2 ressortissants chinois localisés en Côte d'Ivoire. Rien qu'en octobre 2024 et mai 2025, relève le journal, 58 000 dépôts de montant total de 2,5 milliards de francs CFA ont été retracés à Sonotec LTD. Israël-Iran, entrée des États-Unis dans le conflit. Les mollahs en danger. Le titre par la une du quotidien Enquête qui s'interroge en se demandant ce matin si le monde est en train d'assister à une guerre préventive ou civilisationnelle. C'est la fin de cette édition. Une mise en onde de Sidi Hadj Libas Mbaye. La rédaction en chef a été assurée par Ndeye Fatou Cissé. Était devant ce micro Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 20 minutes. Ce sera en Wolof avec Maria Maba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ce 12 heures. Grève de 72 heures d'ici juste et de l'UNTJ. Le Front social de la justice est aussi en ébullition car le BEN et le secrétariat exécutif national unissent leurs forces et décrètent une grève de 72 heures. Il appelle chaque travailleur de la justice à rester mobilisé. Solidarité et vigilance. Vous avez entendu la réaction de Maître El Hadj Ayabou Malik Diop. Réforme pénitentiaire, le garde des Sceaux s'attaque aux défis structurels du système carcéral. Lors d'une cérémonie tenue au camp pénal de Liberté 6, Maître Ousmane Diagne a remis 74 véhicules au directeur de prison pour renforcer les capacités logistiques des établissements pénitentiaires du Sénégal. Des animations scientifiques et des ateliers thématiques ont rythmé la rencontre de la première édition du Forum des métiers de l'emploi et l'entrepreneuriat tenu à Kaolack en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, Abdou Rahman Diouf. Alioune Badara Diop nous a fait le point dans ce 12 heures. Sur l'international, l'eau est devenue un enjeu central pour les populations du Sahel. Le FIDA vient de lancer Water for Peace. Ce projet vise à garantir une gestion durable de l'eau. Et puis sport, lutte avec frappe, plus fort, plus rapide, plus tranchant. Sathiès n'a laissé aucune chance à Zarko. La revue des quotidiens a mis un terme à ce 12 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté une oreille si attentive. Le journal Serigne Moussa Kane.